Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble comment utiliser Git au sein de l'éditeur Visual Studio Code. Alors, je tiens à le préciser, pour cette formation, il est indispensable que vous ayez les bases de Git, que vous compreniez qu'est-ce que c'est que ce système de versionning et les différents éléments de langage qui vont avec, donc stasher, commit et ce genre de choses. Je ne reviendrai pas ici sur un petit peu cette partie-là. On va vraiment s'intéresser plutôt à comment utiliser Git au sein de VS Code. Alors pour cet exemple-là, j'ai ici un nouveau projet, donc c'est un projet avec de l'HTML, du CSS, ça n'a pas trop d'importance, et j'aimerais bien travailler avec Git. Donc pour initialiser un projet Git, d'habitude on tape git init en ligne de commande, dans Visual Studio Code, on peut directement le faire depuis l'éditeur. Pour cela, on fera CTRL-SHIFT-P, ce qui permet d'accéder à ce panneau de commande qui nous liste toutes les options que l'on peut faire au niveau de l'éditeur, et on va taper git init. Et on a cette option-là, initialiser le dépôt. Cette option va avoir l'équivalent finalement d'un git init, ça va initialiser Git quelque part dans notre dossier. Donc moi je vais choisir ici la racine de mon projet, donc je sélectionne la première option, mais vous avez la possibilité de choisir le dossier que vous voulez utiliser. À partir de maintenant, on voit qu'il y a quelques couleurs qui changent au niveau de mon éditeur. Donc dans la partie de gauche, on a différentes couleurs en fonction de l'état de nos fichiers. Donc quand ils sont en vert, c'est qu'ils ne sont pas traqués, on a le U, ça veut dire que les fichiers n'ont pas été stashés. On a aussi un petit badge à ce niveau-là, donc ce petit panneau-là nous permet d'accéder au contrôle de code source, donc à tout ce qui a trait au versionning. Et ça s'active ici parce que je viens d'initialiser le projet avec Git. On y retrouve l'ensemble des fichiers qui ne sont pas pour l'instant traqués, qui ne sont pas suivis, et on a la possibilité de cliquer sur le petit plus pour les suivre, on a la possibilité de cliquer sur cette flèche pour annuler les modifications, et on peut cliquer sur cette petite icône pour directement ouvrir le fichier dans notre éditeur. Vous avez la possibilité de voir directement les choses sous forme de liste simple ou avec l'arborescence des dossiers pour savoir un petit peu où sont situés vos fichiers. Si vous souhaitez valider l'ensemble des fichiers, vous pouvez cliquer sur le plus qui se situe à droite de changement. Donc moi je vais faire ça et on va appeler notre commit le premier commit. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez cliquer ici sur commit. Depuis cette interface, on a aussi la possibilité de publier sur un dépôt distant. Donc si vous avez un dépôt GitHub, GitLab, Bitbucket ou n'importe quoi d'autre, vous pouvez publier. Si je clique sur publier par défaut, il va me proposer de le faire via GitHub parce que Visual Studio Code et GitHub appartenant à Microsoft, forcément ils se favorisent un petit peu. Mais si vous souhaitez déployer ailleurs, vous pouvez faire un CTRL-SHIFT-P pour ressortir le système qui vous offre les commandes et vous cherchez Git Remote. Et vous avez la possibilité d'ajouter un dépôt distant. Donc moi c'est ce que je vais faire. Il me demande alors l'URL du dépôt distant, donc là il faudra copier l'URL que vous avez depuis GitHub, Bitbucket ou autre. Moi, l'avantage c'est que c'est simplement un dossier sur mon système, donc je vais directement lui donner cette URL-là. Donc mon dépôt distant sera ce dossier-là. Et ensuite il me demande un nom, donc par convention on mettra en général remote, mais si vous voulez en ajouter plusieurs, vous pouvez les nommer comme bon vous semble. Maintenant, si je clique sur publier la branche, il va automatiquement l'envoyer à distance. Alors, vous avez ensuite la possibilité de synchroniser les choses. Donc vous avez cette petite icône là. Donc cette icône va permettre de synchroniser les changements avec le dépôt distant que l'on vient de configurer. Donc je choisis OK ici et automatiquement ça va venir récupérer les modifications. Donc moi il y a eu un commit qui est venu changer le logo. Cette petite icône se changera en fonction de l'état de votre projet. Vous avez aussi notre icône qui a trait au versionning à gauche qui vous permet de voir la branche sur laquelle on est. Donc on est actuellement sur la branche master et si je clique dessus, je peux choisir à la volée de créer une nouvelle branche ou d'en récupérer une depuis le dépôt distant. Donc vous pouvez faire quelques opérations liées aux branches en cliquant sur cette icône-là. Alors on va imaginer qu'on change le nom en fait de notre restaurant, on met le fiasco au lieu de les fiascos et maintenant je souhaite faire un commit. Si vous essayez de faire un commit sans stasher les fichiers, c'est-à-dire que là je n'ai pas cliqué sur le petit plus, automatiquement il va vous suggérer ce que l'on appelle le smart commit. Ça veut dire qu'il va prendre tous les fichiers que vous avez actuellement en attente et il va les stasher automatiquement avant de lancer le commit. Ça peut être pratique. Donc moi je clique sur oui ici et il me demande un nom à mon commit. Donc là on va l'appeler fixe nom du restaurant. Hop, je sauvegarde, je ferme et c'est bon. On voit en bas, l'icône a un petit peu changé. Donc on a une flèche qui pointe vers le bas, ça veut dire qu'on a finalement 0 commit à récupérer et on a un commit à envoyer. Si je clique dessus, c'est comme si je cliquais sur ce bouton-là, automatiquement il va synchroniser ça en ligne. Alors quelques petites remarques sur les préférences qui nous permettent d'améliorer un petit peu notre confort. Donc je réouvre cette partie commande avec CTRL-SHIFT-P encore une fois, je vais chercher préférences. Et on a deux choses qui sont intéressantes à configurer. On a le Confirm Sync.
Donc ça, c'est une option qui vous permet, lorsque vous cliquez, de désactiver la petite boîte de confirmation qui peut être un petit peu pénible. Donc moi, je la désactive parce que quand je clique dessus, je sais que je veux synchroniser. On a aussi le Smart Commit. Donc le Smart Commit, on l'a vu, ça nous le suggère, mais on peut choisir de l'activer par défaut. Dans ce cas-là, lorsque l'on va avoir des fichiers qui ont été modifiés, on ne va pas être obligé de les stacher dans un premier temps. Automatiquement, on va pouvoir commit. Si j'essaie de refaire une modification, donc maintenant je remodifie mon HTML et je décide de mettre logo 3, lorsque je vais dans la partie versionning, je peux directement cliquer sur le commit après avoir mis mon message et automatiquement il va stacher les fichiers et c'est un petit peu plus rapide. Et je peux aussi synchroniser sans avoir d'alerte. Alors maintenant, on va parler de quelque chose qui est un petit peu récurrent, c'est les problèmes et les conflits. Ça arrive très souvent, malheureusement, lorsque l'on travaille avec le versionning, et c'est justement aussi un intérêt de ce système-là. Donc dans mon cas, je décide ici de changer le nom du logo et de mettre logo 4. En parallèle, d'autres développeurs sont en train de travailler sur le projet et de synchroniser leurs propres modifications. Donc là, je vais l'appeler logo 4, mon commit, et je décide de commit et évidemment de push. Lorsque je push, il y a un petit problème et il me dit « Ah, il y a des conflits de fusion ». Alors les conflits me sont montrés de cette manière-là, donc ça on en avait déjà parlé lorsqu'on les a évoqués. Donc j'ai ici les changements courants, donc c'est les changements que moi je propose, et en dessous c'est les changements qui ont été proposés à distance et que je suis en train de récupérer. Et donc je dois choisir, est-ce que je prends mes modifications ou plutôt les modifications de l'autre personne. Donc ça c'est l'interface par défaut de Visual Studio Code. Mais vous avez une autre interface qui est accessible en cliquant ici sur le Open in Merge Editor, qui est beaucoup plus agréable à utiliser. Cette interface vous montre les modifications qui viennent du dépôt distant à gauche et vos modifications à droite. Et vous avez une petite case à cocher qui vous permet de choisir ce que vous acceptez. Si je clique ici, il va accepter les modifications à droite, donc mes modifications. Et si je coche la partie de gauche, ça va être les modifications de gauche qui vont être acceptées. Si je coche les deux cases à la fois, il fait une fusion des deux modifications. Donc là, il ne me permet pas de le faire, mais si quelqu'un avait rajouté 3 et moi j'avais rajouté 4, il ferait 34 à l'arrivée ici. En bas, vous avez le résultat de ce que vous avez choisi de cocher. Donc par exemple, je peux me dire, ouais, mais à distance, on voit qu'il a rajouté un espace ici, moi ça je veux pas le prendre. Par contre, je vais prendre ça d'ici. Et vous pouvez un petit peu faire vos modifications comme bon vous semble. Ce qui est important, c'est de voir le résultat que vous avez en bas et de l'accepter une fois que vous avez fini. Donc moi, je vais retirer cet espace-là parce que je me dis que c'est peut-être une erreur de la personne qui a fait les modifications. Et une fois que je suis satisfait, je clique sur « Accepter la fusion ». À droite, j'ai automatiquement un fichier qui a été staché et on a le commit qui va permettre de faire la fusion. Donc vous pouvez expliquer ce que vous avez fait à ce niveau-là. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez faire votre commit et si vous voulez aller un petit peu plus vite, vous pouvez lui demander de faire un commit et push à la fois. Voilà, et là on vient de résoudre le conflit. Donc j'ai résolu ça assez simplement, mais il y a des cas où c'est un petit peu plus compliqué. Alors on va refaire un exemple, je vais faire une modification en ligne et de mon côté aussi faire une modification ici. Je commit mes fichiers, bon je mets un nom de commit, ça n'a pas de sens. Hop, j'essaie de synchroniser, boum, on se retrouve avec un conflit. Donc je peux cliquer sur le Open in Merge Editor. Vous y avez accès aussi en cliquant sur cette petite icône de point d'exclamation. Je choisis de prendre que mes modifications et d'accepter la fusion. Là, c'est un cas qui est un petit peu gênant parce qu'en fait, Visual Studio Code ne comprend pas qu'il y a un nouveau commit à faire. Et du coup, il ne vous permet pas de stacher les fichiers. Et lorsque vous cliquez sur ça, il vous affiche une alerte et vous êtes un petit peu bloqué. C'est le seul cas où moi, j'ai besoin de passer par le système de commande. Donc là, je me rends dans mon projet. Et si vous êtes dans cette même situation, vous faites un git merge-continue. Ça vous permet de continuer le merge. Il vous demandera un nom à votre commit. Donc moi, je vais choisir le nom par défaut et c'est bon. Une fois que c'est fait, je peux push les modifications, revenir avec mon processus avec Visual Studio Code et je n'ai pas de problème. Voilà, c'est le seul petit problème que vous pouvez rencontrer avec le système de merge de VS Code. Alors si on revient un petit peu sur notre arborescence, vous avez aussi un autre menu qui va apparaître lorsque vous utilisez le versionning, c'est le menu chronologie. Ce menu-là vous permet rapidement, en un clin d'œil, de voir les différentes modifications qui ont été apportées sur ce fichier index.html. On voit qui a fait les modifications, dans quel commit et ce qui a été fait. Voilà, c'est un petit moyen de voir les choses rapidement. Mais vous avez d'autres outils qui vous permettent de naviguer beaucoup plus simplement dans votre historique de Git. Et là, il faudra passer par des extensions. Donc la première extension que je trouve très utile, elle s'appelle Git Graph. Comme son nom l'indique, elle va vous permettre d'avoir un graphique qui va afficher l'historique de votre Git et depuis ce graphique, vous allez pouvoir faire pas mal de choses.
Donc je vais cliquer ici sur installer. Voilà, il est installé. J'ai en bas dans la barre d'état Git Graph qui est apparu. Je peux cliquer dessus et automatiquement, voilà à quoi ça ressemble. Ça nous montre les différents commits, ça nous montre les différentes branches avec ce petit retour visuel et on a la possibilité de faire quelques opérations. On peut rechercher un commit particulier, ça peut être pratique. On peut ouvrir le terminal directement pour taper des commandes liées à Git, donc voilà. On a la possibilité de gérer quelques préférences. On a la possibilité par exemple de gérer le remote. Si on veut le changer, on peut le faire directement depuis ça. On peut gérer les tags. On peut mettre des options supplémentaires, donc ça c'est intéressant. Et ensuite, on a la possibilité de récupérer les informations depuis le dépôt distant. C'est un peu comme ce qu'on fait là, sauf que ça fait juste un fetch. Et on peut rafraîchir la vue si on a des petits problèmes. Donc après, au niveau de chaque commit, vous pouvez revenir en arrière, faire des cherry picks, ce genre de choses, en faisant un clic droit. Et vous pouvez faire les opérations liées à un commit particulier. Donc ça peut être utile et c'est un peu plus visuel, on va dire, que les options de base. Et si je clique sur un commit, je peux voir les modifications qui ont été apportées, je peux naviguer. C'est très très pratique comme extension si vous voulez retrouver des choses qui ont été faites dans votre historique. Et vous le voyez, hein, au passage, vu que j'ai mis des commits qui ont des noms dégueulasses, c'est pas du tout pratique. D'où l'intérêt de bien nommer vos commits pour pouvoir vous y retrouver. Donc ça, c'est la première extension. Il y en a une autre qui est super intéressante qui s'appelle Git Lens. Donc Git Lens va vous afficher des informations sur vos lignes de code et vous permettre de naviguer au niveau de votre historique, mais plus d'un point de vue fichier. Vous allez voir de quoi je veux parler. Donc je clique sur installer. Voilà. Donc il y a une version payante, mais on peut faire beaucoup de choses déjà avec la version gratuite. Et si maintenant je reviens sur mon fichier index.html, on va voir quelques petits changements. Lorsque je passe sur une ligne, on a automatiquement le commit qui est associé à cette ligne-là. Ça nous permet de voir en un clin d'œil qui c'est qui a fait ces changements-là. Vous avez aussi de nouveaux boutons qui s'affichent en haut à droite qui vous permettent de naviguer dans l'historique. Par exemple, je peux revenir un commit en arrière et voir les modifications. Et je peux comme ça revenir en arrière dans l'historique pour ce fichier-là. Donc ça, c'est très pratique pour un petit peu comprendre ce qui a été fait, pourquoi ça a été rajouté, ce genre de choses. Alors si vous trouvez que ça rajoute un petit peu trop de choses, moi par exemple, je suis pas trop fan de cette partie-là, surtout qu'on la retrouve aussi dans la barre ici. Je préfère ne pas avoir des informations directement au niveau du code, ça mélange beaucoup de choses. Vous pouvez cliquer ici, donc ça c'est la nouvelle icône qui apparaît avec Git Lens, et vous pouvez cliquer sur Quick Setup. Dans ce cas-là, ça va vous sortir un panneau qui va vous permettre de configurer rapidement Git Lens. Je peux désactiver par exemple le Current Line Blame, que je trouve un petit peu gênant. Le Git Code Lens, je trouve aussi que ça rajoute trop de choses. Le Blame dans la statue bar, je trouve que ça peut être pratique, donc ça je le laisse. On a la possibilité de choisir le layout que l'on souhaite utiliser. Donc est-ce qu'on veut mettre ça directement au niveau de l'option Git Lens ou on préfère l'avoir directement dans la partie Source Control de Visual Studio Code. Donc moi je vais laisser ça. Et comme ça vous pouvez paramétrer différentes choses. Moi, j'ai juste désactivé les deux premières options. Si vous voulez aussi en savoir plus, vous avez un walkthrough qui vous permet de comprendre un petit peu comment fonctionne Git Lens et les différentes options. C'est toujours mieux d'explorer ça avec ce que propose l'extension. Si je reviens maintenant, hop, lorsque je reviens dans mon index.html, je n'ai plus tout le truc qui vient un petit peu brouiller mon code, mais j'ai toujours accès aux informations à ce niveau-là. D'ailleurs, il est intéressant de noter aussi que Git Lens s'est doté d'un graphique, un petit peu comme Git Graph, qui est accessible à ce niveau-là. Si je clique dessus, voilà, j'ai un graphe qui est un petit peu différent, qui est une option qui est payante, mais apparemment elle devrait rester disponible pour les dépôts publics, donc à voir si ça reste, mais bon, c'est intéressant de savoir que c'est là. Et après, comme il disait, vous avez tout un tas d'options qui est disponible au niveau de la partie source control. Donc là, il faut explorer en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Bon, moi, en général, sur Git, c'est souvent soit j'ai besoin d'aller dans l'historique, soit j'ai besoin de faire des opérations simples. Donc j'ai pas forcément encore trop exploré ça. Mais n'hésitez pas à regarder dans la documentation de Git Lens si vous voulez comprendre un petit peu mieux comment fonctionnent toutes ces fonctionnalités-là. Donc voilà pour l'intégration de Git au sein de Visual Studio Code. Donc les trois quarts du temps, votre manière de travailler va être plutôt simple. Vous allez faire des modifications au niveau de vos fichiers. Vous allez ensuite aller dans la partie versionning et vous allez faire votre commit et ensuite synchroniser. Si jamais vous avez des conflits, vous allez utiliser le Merge Editor qui est directement intégré dans Visual Studio Code pour résoudre ces conflits et faire votre fusion. Donc au niveau de l'utilisation, vous le voyez, ça se fait de manière très simple et c'est plutôt pratique de travailler avec Git, avec Visual Studio Code. Et vous pouvez toujours rajouter des fonctionnalités en fonction de vos besoins à l'aide d'extensions comme Git Graph ou Git Lens. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment travailler avec Git dans Visual Studio Code et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!